Dans le cycle des conférences pour une paix juste et durable en Palestine et à Gaza, commencé en novembre 2023, nous recevons pour la 38e conférence, et répondre à cette question, l'impunité d'Israël, pourquoi, nous recevons Saïd Bouamama. Saïd Bouamama est sociologue des dominations et des colonisations. Il appartient à un courant particulier. Vous pouvez nous en dire plus, Saïd ? J'étais sociologue et j'appartiens à un courant de la sociologie qui est extrêmement minoritaire, puisqu'il s'intitule la sociologie de la domination, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à l'ensemble des processus de domination. Ça m'a amené à aborder, pour les comparer, de multiples dominations, l'inégalité homme-femme, le rapport capitaliste, la colonisation, l'esclavage, la prostitution. Voilà, ça a été des travaux sur un demi-siècle de réflexion. Et j'appartiens également à un courant qui considère qu'on ne peut pas découvrir la réalité et la vérité si on n'est pas engagé dans cette transformation. C'est-à-dire que j'ai appris pendant un demi-siècle à mes élèves qu'il fallait qu'ils fassent exactement l'inverse de ce que leur autre professeur leur disait. Puisque leur autre professeur leur disait surtout il faut être objectif et se détacher, surtout ne pas être ému par l'objet que vous étudiez, etc. Je considère moi que si on veut comprendre les mécanismes de domination, il faut pouvoir avoir la confiance des dominés, sinon ils ne vous racontent pas le réel. Si une femme qui a été violée, si vous voulez qu'elle vous dise c'est quoi l'expérience du viol en termes de violence, il faut qu'elle ait confiance en vous et qu'elle sente que vous êtes engagé dans ce combat. Sinon, elle vous dira une partie. Et vous ne serez pas donc au cœur de ce processus de domination. Pour cette raison, j'ai été toute ma vie, encore aujourd'hui, militant. Je milite dans une structure qui n'existe pas dans les petites villes comme les vôtres, qui existe dans 5 régions de France, surtout les grandes villes, qui est le Front uni des immigrations et des quartiers populaires, qui, comme son nom l'indique, tente d'organiser les quartiers populaires pour qu'ils soient entendus dans les débats politiques, publics, et que leurs revendications soient entendues. Voilà. Présentation. Mais tu es aussi écrivain. Alors je suis aussi écrivain, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je menais des combats ou que je faisais des recherches, j'ai toujours eu le souci de le traduire le plus simplement possible. Vous aurez compris que j'ai en horreur ceux qui écrivent pour qu'on ne les comprenne pas, qui écrivent pour que uniquement leur père les comprenne. Donc je fais un effort dont je n'ai pas trouvé le nom, j'aime pas le terme vulgarisation, mais un terme en simplifiant au maximum ce qui peut être simplifié, il y a des choses qui ne peuvent pas. Et donc ça m'a amené à produire un certain nombre de livres, j'en ai amené quelques-uns ici, sur le panafricanisme, sur la gauche et la guerre, sur la Palestine, sur les guerres en Afrique aujourd'hui, parce que la Palestine n'est pas un cas isolé, même si c'est un cas central, ça n'est pas un cas isolé. Voilà. Alors j'ai été invité en posant une question que vous avez pu lire sur les entrées. Vous n'êtes pas en retard. On va commencer la conférence. La question que j'ai déposée, c'est pas ça que tu m'avais proposé, mais je te la pose quand même. Pourquoi Israël est-elle autant impunie aujourd'hui ? J'ai lu ton livre, qui est là-bas. Il y a la réponse dedans, mais je préfère que ce soit toi qui la donne. Alors, avant de répondre directement à ta question, je voudrais dire que des fois, on a envie de se tromper. Quand j'ai écrit ce livre, j'étais certain de ce que c'était mes convictions. La réalité est malheureusement venue depuis me confirmer mes craintes, confirmer mes inquiétudes. Et il suffit de regarder le monde d'aujourd'hui pour s'apercevoir qu'on est effectivement à un tournant. Et que le peuple palestinien est sur la première ligne de front d'un conflit qui est loin de se limiter à la région et qui est en réalité un conflit mondial. Alors, pour bien le comprendre, il faut répondre à 2 questions. La première question, c'est est-ce que le génocide l'accélération du génocide plus exactement, puisqu'il existe depuis 1948, est-ce que l'accélération du génocide que nous avons connu après le 7 octobre est étonnante? Ou faut-il s'étonner de notre étonnement et donc de notre naïveté? Pour cela, il faut revenir sur quelques fondamentaux qui me semblent, même dans le monde militant, avoir été oubliés. Puis maintenant, parce qu'il y a de grandes transformations dans la manière de penser la question palestinienne, mais pendant longtemps.
Ces fondamentaux, c'est de revenir sur ce que c'est que la colonisation ou les différentes formes de colonisation et de bien repérer ce que le sionisme, où se situe le sionisme dans ces différentes formes. Toutes les colonisations sont destructrices. Dans l'histoire des annales de l'humanité, nous ne connaissons aucun exemple à l'heure d'aujourd'hui d'une colonisation qui ait été bienfaitrice. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Par contre, il y a différentes formes de colonisation qui ont des effets qui ne sont pas de même ampleur. Vous avez au moins 3 grandes formes de colonisation, et le sionisme s'inscrit dans la pire, dans celle qui est la plus destructrice. Il y a un premier type de colonisation qui sont les colonisations d'exploitation. Une puissance vient, n'a aucune volonté de peupler le pays, elle a juste une volonté d'exploiter la force de travail et les richesses du pays. On va donc envoyer des soldats, envoyer quelques encadrants, et on va exploiter. C'est déjà destructeur, ça détruit les écosystèmes, ça détruit les cultures, mais ça a un effet qui est beaucoup moins dramatique que les autres formes que je vais aborder maintenant. La seconde forme, c'est la colonisation de peuplement. Et le sionisme est dès le début. Pour écrire le livre, j'ai lu tous les travaux des congrès mondiaux sionistes. Je peux vous assurer que ça a été ma punition la plus forte, parce que, en fait, tout est dit. Tout est dit à l'intérieur. Il ne cache rien. Colonisation de peuplement, c'est bien remplacer un peuple par un autre. C'est la théorie du grand remplacement qui est dite ici de manière farfelue, mais qui là-bas était effectivement, dans le projet sioniste en tout cas, une réalité. Il faut prendre la mesure de ce que ça veut dire qu'une colonisation de peuplement. Remplacer un peuple par un autre, ça veut dire que consciemment ou non, rapidement ou non, il y a toujours, dans une colonisation de peuplement, une tendance génocidaire. Cette tendance va aller jusqu'au bout ou non en fonction du rapport de force. Elle va commencer et s'arrêter ou se freiner en fonction du rapport de force. Mais tendanciellement, toute colonisation de peuplement conduit au génocide. Nous sommes en France, on peut citer les exemples qui concernent la France. En Algérie, entre 1830 et 1880, un tiers de la population algérienne a disparu. Un tiers. Imaginez pour la population française qu'un tiers de la population disparaisse en l'espace de moins de 2 générations. En Kanaki, c'est encore pire, puisqu'en Kanaki, en un siècle, on est passé de 100 000 habitants à 25 000. 100 000 Kanaks à 25 000. Ben, comme par hasard, ce sont les 2 colonisations françaises qui ont été des colonisations de peuplement. Et donc le peuplement conduit inévitablement au génocide. Dans les congrès mondiaux sionistes, dès le premier, le débat, il n'est pas sur est-ce qu'il faut éliminer les Palestiniens, il est comment. Certains préconisent la déportation, et d'autres préconisent la destruction. Et donc on a des débats entre la gauche et la droite du mouvement sioniste, mais sur l'objectif. C'est sur les moyens qu'on se dispute, mais sur l'objectif, il n'y a aucune remise en cause. Et donc le sionisme est une colonisation de peuplement. Jusqu'à aujourd'hui, en Cisjordanie, on a tous les jours des terres qui sont confisquées, encore aujourd'hui. Mais ça n'est pas que ça, le sionisme. Il y a une troisième forme de colonisation qui n'a pas été nommée jusqu'à présent. Elle a été décrite, mais pas nommée, on ne lui a pas donné de nom. J'ai proposé dans le livre de l'appeler colonisation collective. On l'a connue par exemple dans les colonies portugaises, on l'a connue au Congo avec la colonisation belge. C'est lorsque les différentes puissances impérialistes estiment que les richesses sont tellement importantes qu'on ne veut pas laisser un seul État se l'approprier. Et donc on va confier la gestion de cette colonie pour le compte de toutes les autres puissances. Par exemple, la Belgique, la petite Belgique, était en charge de mettre en valeur la colonie belge, d'exploiter les Congolais, de détruire les Congolais. C'était une des colonisations les plus violentes, comme la colonisation portugaise, elle était du même type. J'ai proposé de l'appeler colonisation collective. Autrement dit, il y a un gérant, mais il gère pour l'ensemble des autres puissances impérialistes. Le sionisme, ça a été ça. Le sionisme, c'est aussi, dès sa mise en place, dès la création de l'État d'Israël, ça va être un gérant collectif des intérêts de l'ensemble des puissances occidentales. Et c'est pour ça qu'il va être soutenu de manière importante. Et c'est pour ça que le génocide, malgré les horreurs, n'a pas conduit à l'abandon des États impérialistes du soutien à Israël. Bien sûr, pour bien saisir cela, il faut entendre le terme génocide dans son sens le plus large. Ça n'est pas seulement tuer une population, c'est détruire son âme, c'est détruire sa conscience collective, c'est détruire le sentiment d'appartenance à un même peuple. Par exemple, l'attachement avec lequel Israël veille
à ce qu'il y ait des statuts entièrement différents entre les Palestiniens de 48, entre ceux de 48, entre ceux de Cisjordanie, ceux de Gaza, ceux de l'extérieur. On voit bien qu'il y a une volonté là derrière, culturelle, qui est de casser le sentiment d'appartenance à une même nation, le sentiment d'appartenance à un même groupe. La seconde idée qui me semble importante pour répondre à la question, bien, c'est de bien nous poser la question de l'origine du sionisme et de son adoubement par la Grande-Bretagne, qui était la première puissance impérialiste à le soutenir. D'abord, le sionisme, bien entendu, c'est une banalité, n'a rien à voir avec le monde arabe. C'est pas par des massacres de juifs dans le monde arabe que serait née l'idée du sionisme. Ce sont les pogroms européens qui ont créé, chez une extrême minorité, cette velléité d'avoir un État. Disons-le d'emblée, pendant plusieurs dizaines d'années, le mouvement sioniste n'a eu aucun écho. Je cite par exemple les appels à cotisation que faisaient les sionistes auprès de la communauté juive, et la communauté juive les boude, puisque eux, ils considèrent qu'ils ont déjà une nation. Ils sont français, belges, allemands, italiens, donc ils ne répondent pas. Et c'est important d'avoir ça en tête, parce que ça va expliquer certaines stratégies du mouvement sioniste pour contraindre les juifs européens à s'inscrire dans ce mouvement sioniste. Alors, une fois ce constat fait d'une impossibilité de mobiliser les populations juives européennes pour soutenir leur projet, eh bien, les sionistes vont, dès le deuxième congrès du mouvement sioniste mondial, souligner que pour pouvoir réussir leur projet, il faut être parrainé par une grande puissance. Donc, dès le début, ils s'inscrivent dans une logique d'être le relais d'une grande puissance dans la région. Et ils font le tour de toutes les grandes puissances. Dans le livre, je cite les documents, puisque surtout ne croyez jamais personne sur parole, allez vérifier. Donc vous avez des documents, par exemple, qui sont envoyés à l'Empire ottoman. Le mouvement sioniste propose, et le sultan accepte dans un premier temps. Le mouvement sioniste propose à l'Empire ottoman de lui régler toutes ses dettes extérieures, c'est un empire hyper endetté, en échange de l'autorisation d'émigration massive vers la Palestine. Et c'est là que commence la résistance palestinienne. C'est bien avant Balfour, bien avant 48, c'est là que commence la résistance palestinienne, c'est-à-dire que les Palestiniens se mobilisent pour que le sultan change de position. Et effectivement, on va avoir les premières organisations palestiniennes qui vont se mettre en place, on va avoir les premières mobilisations, et ça va contraindre le sultan à changer de position. De manière très intelligente, il va autoriser une immigration juive libre dans tout l'Empire ottoman, sauf en Palestine. C'est pas ce que voulait le mouvement sioniste, mais et bien entendu, on a eu très peu d'immigration dans les autres pays. Mais ils vont voir également le tsar de Russie, qui est un tsar antisémite, qui organise des pogroms. Et là, on a le premier exemple d'alliance entre le mouvement sioniste et des antisémites. Quand on nous accuse aujourd'hui en France, parce qu'on est antisioniste, d'être antisémite, c'est exactement l'inverse. Les exemples d'alliances que nous avons connus dans l'histoire sont des alliances entre le mouvement sioniste et des mouvements antisémites. Ça va se reproduire, et là aussi je donne les documents pour que vous ne me croyez pas sur parole, ça va se reproduire avec les nazis. Avec les nazis. Des accords sont signés avec les nazis. Les seuls journaux juifs qui peuvent être publiés en Allemagne nazie, ce sont les journaux du mouvement sioniste. Et je donne des photos et des documents à l'intérieur qui le montrent. Le deal qui est passé avec Hitler est quelque chose qui va renforcer le nazisme à son début. Puisque la réaction de la communauté juive mondiale, au moment des premiers actes antisémites en 1933, lorsque les actes antisémites se développent, la réaction de la communauté juive mondiale, ça va être l'appel au boycott. Je donne les chiffres. Le boycott commençait à marcher. C'est pour tous ceux qui sous-estiment la dimension du boycott aujourd'hui. Non, le boycott commençait à marcher. L'Allemagne était en difficulté. Elle voyait son commerce international en diminution parce que les juifs du monde entier et les militants de gauche qui les soutenaient refusaient d'acheter des produits allemands. L'accord qui va être passé avec le mouvement sioniste, c'est l'autorisation d'immigrer pour tous les sionistes riches. Simplement, ils devaient déposer leur richesse sur un compte bloqué qui ne pouvait être débloqué que pour acheter des produits allemands. Et on va effectivement avoir, à ce moment-là, en fait, un sabotage du boycott organisé par les communautés juives.
Ils vont voir également le Kaiser, mais le Kaiser refuse de les soutenir pour une raison, pas par haine des Juifs, il refuse de les soutenir tout simplement parce qu'il est en alliance avec l'Empire ottoman. Ils vont voir l'Angleterre, qui elle estime qu'elle n'a pas besoin du mouvement sioniste, elle a son armée là-bas, elle estime qu'elle peut s'en passer, elle n'a pas besoin d'un relais local. À partir de quand cela va-t-il bouger? Cela va bouger au moment de la Première Guerre mondiale. Rappelez-vous vos cours d'histoire, c'est pour certains d'entre vous un peu lointain, mais la Première Guerre mondiale commence par la défaite des Dardanelles. C'est-à-dire le cours de la guerre a failli être exactement l'inverse que celui qu'on a connu. C'est une énorme défaite pour les Anglo-Français. C'est une défaite énorme. Et à ce moment-là, la préoccupation de l'Angleterre en particulier, c'est d'obtenir deux choses. Elle veut obtenir deux choses. Elle veut obtenir d'abord que le mouvement sioniste se mobilise, parce qu'il était puissant aux États-Unis, pour que les États-Unis entrent en guerre. Et effectivement, on va avoir une mobilisation du mouvement sioniste pour que les États-Unis entrent en guerre. Comme vous le savez, la Première Guerre mondiale, les USA savent très bien faire ça. On attend qu'il y ait plusieurs années de guerre avant de s'y mettre, comme ça on récupère l'ensemble des bénéfices. Mais l'entrée en guerre des États-Unis est estimée comme insuffisante. Et donc on va également avoir en tête d'amener les Arabes à se révolter contre l'Empire ottoman. Et là, on va faire des promesses. On va promettre au mouvement sioniste, s'il se mobilise pour que les États-Unis entrent en guerre, d'avoir la reconnaissance d'un foyer juif. Donc ça va être la déclaration Balfour. Et on va avoir vis-à-vis du monde arabe la promesse après la guerre d'instaurer un royaume arabe uni qui regrouperait le Liban, la Syrie, la Palestine, etc. C'est-à-dire qu'on a promis, ça indique la duplicité des impérialistes, on a promis et au mouvement sioniste et aux Arabes la même terre. Et la duplicité ne s'arrête pas là. Pendant qu'on faisait ça, on se réunissait avec les Français pour faire les accords de Sykes-Picot qui divisaient l'ensemble de la région entre la France et l'Angleterre. Donc on avait une duplicité énorme. Toujours est-il que c'est à ce moment-là que l'idée du foyer juif apparaît. C'est à ce moment-là que la déclaration de Balfour va se mettre en place. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais si on projette après, eh bien vous verrez que le mandat britannique va d'emblée commencer par un coup d'État légal. Puisque dans l'esprit de la Société des Nations, le mandat, c'est une institution qui était pensée comme étape transitoire vers une indépendance. C'est accompagner les peuples non mûrs pour qu'ils deviennent mûrs et qu'ils puissent accéder à l'indépendance. Or, que font les Britanniques? Que font les Français? Parce qu'il y a la déclaration de Balfour qui est connue, il y a 6 mois avant une autre déclaration, qui est la déclaration Cambon. C'est AMBON, qui est, Balfour c'est un privé. Cambon c'est quelqu'un du ministère des Affaires étrangères français, qui promet exactement la même chose au mouvement sioniste. Autant les Britanniques seront ceux qui ont fait le sale travail, autant les Français étaient prêts à le faire si le rapport de force était en leur faveur. Ce que vont faire les Britanniques et les Français, qui sont les puissances qui financent la SDN. Quand vous parlez de droit international, n'oubliez jamais quels sont les États qui financent. Pour comprendre 48, il faut avoir en tête quels étaient les États présents en 48 à l'ONU. Il n'y avait pas toute l'Afrique. Ils étaient encore colonisés. Il n'y avait pas toute l'Asie. Ils étaient encore colonisés. C'est bien un cartel de grandes puissances qui se sont mis d'accord en 48 et non pas le droit international ou le monde, etc. La SDN, c'était la même chose. C'est la France et l'Angleterre qui ont dessiné l'avenir de toute une région. Et le mandat va se dérouler comme étant la préparation du mouvement sioniste, parrainé par la Grande-Bretagne, à devenir un État au service de la Grande-Bretagne dans la région. La logique est la même, je la décris dans le détail dans le livre. En gros, on va ouvrir les portes de l'immigration juive, contrairement à un certain nombre de textes de la SDN. On va attendre qu'il y ait une révolte arabe, et on a eu des révoltes de manière
régulière en Palestine. Face à la révolte, on va envoyer des commissions d'enquête qui vont toutes conclure, oui, quand même, on a exagéré, il faut arrêter l'excès d'immigration. Et dès que les populations palestiniennes s'est calmées, on réouvre l'immigration. Et vous avez ça en 1920, vous avez ça en 1928, vous avez ça, bien sûr, ça va en augmentant les révoltes, jusqu'à la grande révolte de 1936. Et en 1936, on va avoir une accélération de la sécrétion d'un État, sioniste au sein même du mandat, avec en particulier l'armement des milices sionistes. C'est en 1936, pendant la grande révolte arabe, et pour réprimer la grande révolte arabe, que l'alliance entre l'armée britannique et les sionistes se fait, où on arme massivement les milices sionistes. C'est d'ailleurs ce qui va expliquer qu'en 1948, les seuls milices sionistes avaient plus de combattants que toutes les armées arabes réunies. C'est dire l'ampleur du soutien. Je donne les chiffres là aussi. Hein, quand on vous dit le petit David contre Goliath, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que, oui, effectivement, ça n'était pas encore un État, mais il avait une armée. Donc, l'État d'Israël n'était pas encore un État, mais il avait déjà une armée, il avait déjà une administration au sein même du mandat. Bref, le mandat a été l'accompagnement de l'enfantement de l'État sioniste. Alors, on peut se demander, mais quel intérêt la Grande-Bretagne, la France et ensuite l'ensemble des grandes puissances vont-elles avoir à soutenir la création d'un tel État? Et c'est là que le passé rejoint le présent, parce que les mêmes causes jouent encore aujourd'hui. La deuxième question que l'on pourrait se poser, c'est, mais faut-il s'étonner que les États occidentaux continuent à soutenir Israël malgré le génocide? Bon, on aurait pu dire, quand même, au bout d'un certain temps, ils vont comprendre, quand même, avec les images, avec ce que l'on sait maintenant, qu'est-ce qui explique cela? Et là, il faut revenir, il faut avoir une démarche de contextualisation scientifique. Où se situe la Palestine? Et ça, c'est une constante, hier comme aujourd'hui. Elle se situe à l'intersection de 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Ça a de tout temps été un espace de distribution de puissance. Celui qui domine la région domine une grande partie du commerce mondial. Vous vous souvenez dans vos cours d'histoire comment on vous a expliqué les croisades? On vous a fait croire que c'était pour des raisons religieuses, pour défendre la chrétienté, etc. Allez regarder les flux commerciaux de l'époque, j'en donne quelques éléments, et vous comprendrez que l'enjeu, il était loin d'être simplement religieux, et qu'il était d'abord à base de contrôle des routes commerciales de l'époque, les fameuses routes de la soie qui aujourd'hui deviennent des nouvelles routes de la soie. Bref, on a là une clé stratégique mondiale qui encore aujourd'hui explique pourquoi les grandes puissances ne lâcheront pas Israël, sauf s'il y a une mobilisation populaire mondiale qui les contraint à le faire. Spontanément, ils ne le feront pas. Si vous sautez quelques années ou quelques dizaines d'années, vous allez voir la place de cette région pour les Britanniques. Cette région, elle est dans ce qu'on appelle la route des Indes. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de relier. Marx disait que jamais l'Angleterre n'aurait pu connaître l'industrialisation qu'elle a connue sans les Indes, sans l'exploitation des Indes. Eh bien, la région est nécessaire au commerce entre la colonie indienne et la Grande-Bretagne. Vous comprendrez que pour la Grande-Bretagne, il est hors de question de perdre la maîtrise de la région. Pendant un temps, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir la maintenir avec les forces anglaises, et puis ensuite, ils ont considéré que ça coûtait moins cher d'avoir un gérant local, surarmé, qu'on allait soutenir à bout de bras, et qui allait faire le boulot de contrôle de la région. Et jusqu'à aujourd'hui, on a cette logique-là. Je vous en donnerai quelques exemples de ces dernières semaines. Quasiment chaque semaine, on voit la fonction que joue Israël et maintenant d'autres États comme les Émirats arabes unis qui viennent aider Israël dans sa fonction. Mais il y a un autre avantage pour les grandes puissances et pour l'Angleterre en particulier à l'époque. Vous avez vu la carte? Où se situe la Palestine? En plein milieu des États arabes. Or, nous sommes à un moment, rappelons-nous, début du XXe siècle,
Partout, on voit un éveil des consciences nationales. Partout, on a une accélération de la conscience de constituer des nations. C'est ce qui va conduire au mouvement indépendantiste après, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc. Et bien le monde arabe est travaillé par cette dimension de conscience nationale. En créant un État artificiel en plein milieu, vous empêchez tout processus d'unification d'une nation arabe commune. Et c'est pour cela qu'on va couper la Syrie du Liban. Et c'est pour cela qu'on va empêcher cette dynamique d'unification. Vous ajoutez à cela la découverte du pétrole, qui va vite apparaître comme étant une ressource stratégique pour gagner les guerres. Et la découverte dans la région de l'ampleur des réserves de pétrole, vous comprendrez que pour les grandes puissances, lâcher cette région, c'est pas possible s'ils veulent garder le contrôle de la puissance. Sautant encore quelques temps, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez la mise en place de la guerre froide. Le contrôle de la région est une manière d'encercler l'URSS. Regardez comment on a utilisé l'Iran à l'époque pour asphyxier l'URSS. Il s'agit de couper l'URSS de l'époque de l'accès au pétrole. Parce que le pétrole de Bakou, il a été détruit par les nazis, et il faut plusieurs années avant de pouvoir le redévelopper. Et donc, il y a une tentative d'asphyxie, et le contrôle de la région permet d'asphyxier l'URSS dans sa reconstruction. Et puis, arrivant à aujourd'hui, eh bien, le développement des BRICS et le développement de la Chine, et en particulier le projet des routes de la soie, font que les routes de la soie passent par la région. Couper cette route-là est un frein mis immédiatement au développement des BRICS et au développement de la Chine. Et donc, ce n'est pas par amour des Juifs qu'il y a eu soutien au mouvement sioniste. Ce n'est pas par partage du projet sioniste. C'est qu'il y avait des intérêts partagés pour le contrôle de la région. L'hypocrisie du vote de l'ONU vient d'ailleurs le confirmer. En 1948, c'est une hypocrisie complète. Entre le premier vote et le deuxième vote, le premier vote, il est le partage est refusé. 3 semaines après, il y a un deuxième vote. Il y a 10 États qui ont changé de position et qui rendent le partage légal. Et ces 10 États, c'est des micro-États, je donne la liste. Voilà, c'est comme si vous me disiez que le Vatican avait voté, ou Saint-Pierre et Miquelon, et des États qui étaient entièrement dépendants des États-Unis. Bref, l'État d'Israël doit vraiment, pour qu'on saisisse pourquoi il y a soutien jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui, être considéré comme étant le gérant local des intérêts des grandes puissances dans la région. C'est un colonialisme collectif, c'est le nom que je propose de lui donner. Alors si on... Voilà. Je continue ou... Oui. Peut-être que ça... Ok. Alors, l'autre interrogation qu'on peut se poser, c'est... mais vous avez, comme moi, subi l'injonction... Est-ce que vous condamnez le 7 octobre on ne pouvait plus parler sans dire et le 7 octobre, et le Hamas, est-ce que vous le condamnez, etc. À chaque fois qu'on est devant une injonction comme ça, il faut toujours interroger le contexte. Ceux qui nous parlent du 7 octobre, il faut parler du 6. Il faut parler du 5. Il faut parler du 4 octobre. Si on n'aborde pas ces périodes-là, on ne peut pas comprendre pourquoi un 7 octobre a émergé comme idée, puis comme pratique. Les Palestiniens ne sont pas fous. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'un certain nombre d'organisations palestiniennes pour dire il nous faut une action de ce type-là le 7 octobre? La réponse, inévitablement, ça c'est une conséquence le 7 octobre, je dois aller en rechercher les causes. Il n'y a rien de pire en termes de domination politique que ceux qui vous demandent de parler des conséquences et de jamais aller rechercher les causes. Il n'y a rien de pire. C'est un des mécanismes de la domination. Parlez-nous des conséquences, n'allez jamais regarder les causes. Or, c'était quoi la situation de l'époque? Nous étions dans une situation dans laquelle on a vécu 3 décennies de destruction pas à pas des organisations palestiniennes et de la résistance palestinienne. Et on n'a pas hésité à s'allier avec des féodaux locaux dans un certain nombre de pays arabes pour détruire la résistance palestinienne. Ça s'enclenche avec Septembre Noir en Jordanie, où dans l'espoir de récupérer une partie de la Cisjordanie, le roi
Hussein de Jordanie va massacrer les résistants palestiniens. Mais quand je dis un massacre, ça a été un massacre de très grande ampleur. Ce qui a amené la résistance palestinienne à être contrainte de quitter la Jordanie. Qu'est-ce qu'on va connaître dans les années 80 au Liban? Le même processus. La résistance palestinienne va se retrouver devant un dilemme, ou bien accepter que l'ensemble des peuples, du peuple palestinien dans les camps de réfugiés et le peuple libanais soient massacrés, ou bien faire un repli tactique, et ils sont partis en Algérie, en Tunisie et dans d'autres pays. Et donc on a un second front qui disparaît. On sabrait le champagne à Tel Aviv à ce moment-là. Ils étaient persuadés que la résistance était morte. Et là, on a eu un événement qui n'est pas inédit, mais qui est très rare. Qu'on a connu dans d'autres luttes. On l'a connu pendant la Seconde Guerre mondiale dans la résistance, on l'a connu pendant la guerre d'Algérie chez les militants nationalistes. Au moment où les organisations de résistance palestiniennes sont le plus affaiblies, on a tout un peuple qui reprend le relais. Ça a été les intifadas. C'est-à-dire que tout le monde était persuadé que c'était fini. Eh bien, c'est comme si le Palestinien moyen se disait les organisations de résistance avec lesquelles j'étais d'accord ne sont plus en mesure de le faire, c'est à moi de le faire. Et on a eu l'intifada, c'est tout un peuple qui se mobilise pour montrer son désir d'avoir sa nation. Et l'intifada, c'est pas seulement lancer des pierres. Hein. Ça, cette image, il faut vraiment l'éliminer de notre tête. L'intifada, c'était un mouvement qui a articulé toutes les formes de lutte possibles. Il y a eu un mouvement de grève pendant plusieurs années. Il y a eu de grève ouvrière, c'est-à-dire que les ouvriers acceptaient de ne plus avoir de salaire pour signifier aux sionistes que le peuple palestinien était uni. Il y a eu une opération de boycott des aliments israéliens avec des mises en travail de coopératives dans les parcs, les jardins, etc., collectivement pour produire de la nourriture et pour pouvoir tenir. L'image la plus parlante est l'image de ces soldats sionistes qui viennent tous les jours forcer les commerçants à ouvrir leur commerce, donc casser relever les stores et les obliger à ouvrir. Et dès que l'armée israélienne est partie, eh bien on a les serruriers palestiniens qui reviennent et qui remettent les scores et qui remettent des cadenas, etc. Ça a été plusieurs années d'autoprise en charge. En gros, en pleine occupation, les Palestiniens disaient « Nous ne sommes pas israéliens. Nous sommes un État, nous sommes palestiniens et nous le restons. » La réaction d'Israël, ça va être d'isoler la résistance palestinienne, d'isoler cette résistance intérieure. C'est le moment où on passe de la résistance de l'extérieur, du Liban, de Jordanie, à l'intifada à l'intérieur, l'isoler. Comment l'isoler? Eh bien, c'est là qu'on va avoir les grandes manœuvres des accords d'Abraham. On va aller proposer à un certain nombre de pays des échanges, terre contre reconnaissance d'Israël, ce qui veut dire, dans le langage sioniste, abondant du peuple palestinien. C'est ça que ça veut dire. Et effectivement, on a eu la signature d'abord de l'Égypte, puis après des autres pays, et on en était là, en octobre. Plus personne ne parlait du peuple palestinien. La lutte du peuple palestinien était en train d'être enterrée. Elle n'était plus à l'agenda de l'ONU. Elle n'était plus abordée dans les informations télévisées. Il restait les associations militantes qui en parlaient encore, mais globalement, elle avait disparu et en tout cas, on peut être en désaccord avec les choix qu'a fait la résistance palestinienne le 7 octobre, ça c'est le travail, c'est l'opinion de chacun, mais dans le bilan qu'ils tirent, tous, c'est convergent, du Hamas au FPLP, en passant par le djihad islamique, tous disent, on avait le choix entre accepter de disparaître ou faire de nouveau parler de la situation palestinienne. Et c'est cela qui va expliquer le 7 octobre. Bien entendu, l'État sioniste va prendre ça comme prétexte pour accélérer son vieux projet de créer la panique pour que les Palestiniens quittent leur terre. Et c'est à ce niveau-là, je sais que certains trouvent que j'exagère, mais j'en suis persuadé qu'il faut mesurer l'impact le bilan de ce qui s'est passé ces ces 2 années et demie. Loin d'être une défaite du peuple palestinien, aucun des objectifs de guerre de Netanyahou n'a été atteint. Ça se paye très cher en termes de vie humaine, hein, mais en termes politiques, aucun des objectifs n'a été atteint. Un des objectifs, c'était de créer la panique de telle sorte que les Palestiniens quittent la Palestine. Vous avez vu ces images
de dizaines de milliers de Palestiniens revenant planter une tente dans des ruines. Mais c'est d'une force énorme. Ce que dit ce peuple à ce moment-là, c'est « vous pouvez utiliser toutes les armes que vous voulez, nous ne partirons pas ». Le second objectif, c'était de couper le peuple palestinien de ses organisations de résistance. Rappelez-vous, on a eu une image, ça durait 2 minutes, où on voyait quelques Palestiniens avec un gros plan dire on veut plus du Hamas, on veut plus du djihad, etc. Et ils l'ont passé en boucle. C'est dire qu'ils n'avaient pas d'autre image. Et en réalité, même aujourd'hui, les États-Unis soulignent que toutes les organisations de résistance, toutes tendances confondues, du FPLP marxiste au djihad islamique ou au Hamas, tous disent que les militants qui ont été tués pendant ces 2 ans et demi, non seulement ont été remplacés, mais qu'ils n'ont jamais eu autant de candidats. Ce qui est logique. Il suffit de connaître l'histoire de la colonisation pour comprendre cela. Toutes les colonisations ont échoué dans l'idée que faire peur à un peuple, c'est ce qui va l'amener à céder. Mais vous croyez vraiment que les enfants palestiniens qui ont vu des bombes sionistes tuer des bébés, qui ont vu les massacres, etc., vont, quand ils seront adolescents, être dans une autre logique que la résistance? Mais bien entendu que ça va devenir Ils ont créé des milliers de futurs résistants. Donc on a cette dimension-là qui se met en place. Alors ça, c'est par rapport à la situation locale. Mais pour vraiment la comprendre, il faut la resituer dans un contexte plus global, qui est le contexte mondial. Nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité. Je vous le dis avec inquiétude. Personnellement, pendant des années, je me suis battu contre tous ceux qui parlaient de fascisme dès que y avait quelqu'un qui brandissait un bâton, dès que les CRS levaient, je me disais, arrêtez de banaliser ce mot. Eh bien, pour la première fois, je pense qu'il y a danger d'une séquence fasciste dans nos pays. Nous sommes dans une période dans laquelle les États-Unis ont d'ores et déjà perdu leur hégémonie technologique, leur hégémonie scientifique et leur hégémonie diplomatique. Et qu'il ne leur reste qu'une hégémonie pour imposer. C'est l'hégémonie militaire. Et qu'on ne peut pas comprendre les attitudes de Trump aujourd'hui si on n'a pas en tête cette perte. Alors pour la saisir, il faut regarder une histoire un peu longue. L'histoire un peu longue, c'est en 1971, devant l'ampleur des dépenses pour le Vietnam, les États-Unis, et Nixon en particulier, va faire un choix. Il va décider que le dollar ne serait plus garanti par un stock d'or. En faisant cela, il rend l'économie états-unienne parasitaire. Concrètement, si vous n'êtes pas économiste, concrètement, quand vous achetez une boîte d'allumettes ici, une partie de votre argent est une rente pour les États-Unis. Les États-Unis peuvent s'endetter à très bas coût et ne sont pas limités par le niveau de leur dette. C'est le pays le plus endetté du monde. Puisqu'il peut produire des dollars, il suffit de faire marcher la machine, puisqu'il n'y a plus d'obligation d'avoir des réserves d'or. Cette dynamique-là était pensée pour les États-Unis comme étant la manière de maintenir leur hégémonie. Elle va créer un comportement parasitaire. C'est-à-dire que, pour tous ceux qui connaissent les États-Unis aujourd'hui, mais les routes ne sont plus entretenues. Mais les services publics n'existent plus. Marc, ici, on les suit rapidement. Mais la situation, il y a une désindustrialisation qui a été massive. Et donc, on a une économie parasitaire qui s'est mise en place. Le second épisode, ça va être 90, la chute de l'URSS, la disparition de l'URSS. Pour la première fois depuis les débuts du capitalisme, on avait une puissance qui était hégémonique toute seule. Au début du capitalisme, vous avez la France et l'Angleterre, j'en parlais tout à l'heure, et qui étaient contraintes de faire attention l'une à l'autre. Et il y avait une espèce d'équilibre, chacun essayant de conquérir les terrains de l'autre, mais faisant attention de ne pas aller trop loin. Après 1945, vous aviez la guerre froide, et donc on était contraint de prendre en compte la position de l'URSS. Avec la disparition
de l'Union soviétique en 1990, les États-Unis se sont retrouvés dans une situation inédite d'hégémonisme total, unique. D'où les théorisations sur la fin de l'histoire, d'où les théorisations sur le choc des civilisations qui vont apparaître à ce moment-là. Et quel est l'état des débats? On a l'intérêt pour nous, c'est qu'aux États-Unis, il y a un élément, j'espère qu'ils vont le garder, c'est qu'ils publient les rapports de la CIA au bout de 30 ans. Donc, on sait l'état des débats à l'époque. Et l'état des débats était le suivant. Pour rester une puissance hégémonique unique, et là ça va nous ramener au Moyen-Orient, il faut faire éclater un certain nombre d'États. Quels États? Les États qui ont une surface et des richesses leur permettant d'avoir une politique autonome, si demain un gouvernement progressiste, si demain un gouvernement plus nationaliste arrive au pouvoir. Ça vous rappelle rien? Eh bien, regardez ce qui relie la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Syrie, la guerre de Somalie, la guerre du Pakistan aujourd'hui. On a une logique de balkanisation d'un certain nombre d'États. Ça, c'est le premier courant. Pour Israël, c'est pas béni. Puisque pour Israël, c'est la manière pour elle, pour cet État, d'avoir en face aucune puissance capable de s'opposer. Et donc elle devient la seule puissance de la région. Mais ça, c'est que le premier outil. Le second outil, c'est tout simplement de généraliser, et là je donne le document en question dans le livre, c'est de généraliser le modèle israélien. C'est-à-dire d'installer partout sur la planète des États gérants, des micro-États gérants, surarmés, entièrement dépendants des États-Unis pour gérer toute une région. Le Rwanda, et vous comprendrez la guerre au Congo et les 9 millions de morts maintenant, on a besoin de maintenir le chaos pour pouvoir accéder au coltan. Eh bien, le Rwanda est un micro-État, c'est comme par hasard, le Rwanda est un des États qui soutient le plus Israël, ils ont des liens entre eux de forts partenariats, etc. Certains pensent au Maroc pour contrôler le Sahel et l'Afrique du Nord. On a la même chose en Amérique latine. Donc il y a cette idée de restructuration avec un hégémonisme central et des sous-impérialismes pour gérer toute une région. Et là, l'expérience israélienne est bien entendu mobilisée. Et dans tous ces pays africains, c'est un de mes prochains livres sur lesquels je vais travailler, c'est l'action internationale d'Israël, qui est dans tous les mauvais coups aujourd'hui en Afrique. On le retrouve au Soudan, on la retrouve, vous avez vu l'accord avec le Somaliland, enfin la reconnaissance du Somaliland pour organiser, vous êtes au courant de ça? Non? La Somalie est un État dans lequel les États-Unis sont intervenus il y a quelques années, et ils ont provoqué un chaos sans fin. Une des régions a proclamé son indépendance, donc on est bien dans la balkanisation, bien entendu soutenu par les États-Unis. Et là, le Somaliland vient d'être reconnu par Israël. Il y a un État qui reconnaît le Somaliland, c'est Israël, et il le reconnaît en disant on a un accord pour l'accueil de réfugiés palestiniens au Somaliland. Donc tous ceux qui pensent qu'Israël a abandonné l'idée de déportation, non, c'est le rapport de force qui fait qu'on a été obligé d'accepter le cessez-le-feu tout en le violant, qu'on a été obligé de ne pas aller jusqu'au bout du génocide qui était accéléré après le 7 octobre, mais on n'a surtout pas renoncé à ces dimensions-là. Ce que je vous dis n'est pas des affirmations de Saïd Bouamama. Il y a deux documents, et je pense que c'est important de les lire. Vous les trouvez sur Internet. Il faut vraiment les lire, parce que ça nous concerne. Ça a des effets directement en France. Le premier document, c'est un rapport du sénateur Marco Rubio, donc un des plus proches de Trump, un des forcenés de l'équipe de Trump, qui tire le bilan des 10 dernières années en termes de développement technologique et scientifique de la Chine. Et il dit très clairement, nous ne pourrons pas arrêter les BRICS autrement que militairement. Et sur les 11 secteurs stratégiques, il donne les chiffres. La Chine est désormais devant les États-Unis pour 9 d'entre eux. Autrement dit, on a l'économie parasitaire états-unienne qui montre qu'elle est dépassée par d'autres acteurs. Si vous ajoutez à cela d'autres
éléments qui sont ce que Trump n'a pas prévu. Trump voulant utiliser la force militaire pour imposer ses vues, a bien entendu sous-estimé la réaction de ceux qui étaient visés. Par exemple, en bloquant les avoirs russes dans les banques européennes. Je vous rappelle, ça a été... c'est pas des petites sommes, hein. C'est 50% des réserves d'or russes et des réserves en devises de la Russie qui, du jour au lendemain, ne sont plus utilisables pour importer. C'est ça que ça a signifié. Et en plus, on décide d'utiliser les intérêts de ces sommes pour financer l'armement de l'Ukraine. Donc les États-Unis et l'Europe mettent en place cela, sauf qu'ils n'avaient pas prévu que la réaction de la Russie allait être quoi? Ils ont développé d'autres moyens de commercer en ne passant plus par le dollar. Ça a été début janvier, la mise en place d'une nouvelle monnaie numérique, l'UNIT, et qui se présente comme étant exactement l'inverse du dollar. Cette monnaie numérique est adossée à l'or pour 40% et adossée à un panel de devises, c'est-à-dire que même s'il y a une des devises qui baisse, les autres peuvent rééquilibrer pour 60%. Donc on est dans l'inverse de ce qu'ont fait les États-Unis. Bien entendu, il y a toute une série d'États du tiers-monde qui voient bien que demain on pourrait, devant un désaccord, leur voler leurs devises, leur voler, etc., qui vont qui agréent cette nouvelle monnaie. Alors si je vous dis tout ça, c'est qu'il y a un deuxième document, qui est cette fois-ci, les médias là en ont un peu parlé, autant le premier ils n'en ont pas parlé, mais ils en ont un peu parlé, en déformant complètement ce qu'il y avait dedans, qui est le document Stratégie de défense des États-Unis d'Amérique. C'est un document qui fait 29 pages, qu'il faut lire intégralement. Si vous vous posez la question, que va faire Trump par rapport aux fascistes européens, vous avez la réponse à l'intérieur. En gros, Trump dit, une guerre contre la Chine n'est pas possible aujourd'hui. Il faut donc restructurer le monde pour qu'elle devienne possible. N'est pas possible en la gagnant, pour qu'elle devienne possible. Et il se fixe des objectifs continent par continent. D'abord en commençant par l'Amérique latine. Juste après, on a eu le Venezuela, les menaces contre Cuba, etc. Dans lequel il dit, on va revenir à la doctrine Monroe, mais on va interpréter la doctrine Monroe, il a même donné son nom, corollaire Trump de la doctrine Monroe, il aime bien se mettre en avant, corollaire Trump, c'est-à-dire qu'un État latino-américain qui fait du commerce, donc il n'y a même pas besoin de mettre en danger les États-Unis, qui juste signe des accords commerciaux avec un concurrent états-unien, est considéré comme menaçant la sécurité des États-Unis. Je vous passe l'Afrique, c'est juste les minerais stratégiques. Et pour l'Est, ils disent faire des concessions à la Russie pour les amener à prendre des distances avec la Chine. Donc on a une stratégie construite. Et pour l'Europe, c'est là qu'il y a quelque chose de nouveau et d'inquiétant. Pour l'Europe, il dit que l'Europe est en crise civilisationnelle, ce n'est pas une crise économique, ce n'est pas une crise politique, c'est une crise civilisationnelle, parce qu'elle abandonne ses valeurs chrétiennes, ses valeurs fondamentales, et que si les États européens ne réagissent pas, eh bien il va y avoir invasion migratoire. Ils reprennent toute l'analyse de l'internationale fasciste européenne qui s'est mise en place. Et ils indiquent, en termes de menaces pour les gouvernements européens, si les gouvernements actuels ne sont pas capables de réagir, heureusement, il y a des alternatives qui grandissent dans les forces patriotiques européennes. Forces patriotiques européennes, c'est le nom que se sont donnés toutes les extrêmes droites. Alors, si je vous dis tout ça, c'est pour bien souligner que ce qui se passe en Palestine, ce n'est pas quelque chose d'isolé du reste de la planète. Nous sommes dans un moment dans lequel les États-Unis sont prêts à plonger notre planète dans une guerre généralisée pour reconquérir l'hégémonie qui est perdue. Si nous ne voulons pas que nos enfants ou nos petits-enfants connaissent de nouveau la guerre directe, parce que la guerre n'a jamais cessé. Hein. Quand on vous dit l'Europe, c'est la paix, non, l'Europe c'est la paix pour les Européens. Mais les mêmes qui ont fait la paix en Europe ont fait la guerre en Afrique, n'ont pas arrêté les coups d'État, n'ont pas arrêté les guerres, etc.
Et donc, il y a une hypocrisie à dire qu'on est en paix depuis 1945. Non, on n'est pas en paix depuis 1945. Des décisions à Bruxelles, à Paris, etc. ont ensanglanté la Palestine, ont ensanglanté l'Afrique, ont ensanglanté l'Asie, etc. Et c'est important de garder ça, de garder ça en tête. Et donc, si l'on veut que cela soit évité, eh bien, il y a vraiment besoin de construire un mouvement contre la guerre qui soit un mouvement puissant. Et la question palestinienne, elle est au cœur de cela. On n'a pas des milliers de questions qui ont amené un retournement de l'opinion publique mondiale. Tous ceux qui sombrent un peu dans l'impuissance, dans le désespoir, là, c'est très fréquent dans les débats que je vois des gens dire « mais on est en train de… » Mais regardons, pour la première fois depuis 1948, les peuples du monde se sont retournés contre le narratif sioniste. Qui va croire encore aujourd'hui? Auparavant, on était des militants à dire cela, à critiquer le narratif sioniste. Aujourd'hui, vous avez eu une grève générale en Italie qui a bloqué quasiment tout le pays. Vous avez eu le nombre d'États qui ont rompu leurs relations avec Israël et n'a jamais été aussi important. Une des raisons de l'attaque de Maduro, c'est son engagement antisioniste. Donc on a eu un retournement de l'opinion publique mondiale. Bien sûr, ça n'a pas arrêté les tueries, mais c'est important non seulement de voir ce qu'on paye, mais de voir aussi, en tout cas les Palestiniens, quand j'étais au Liban, il n'y a pas longtemps, ils me disaient, mais on n'a pas besoin de camarades européens qui pleurent. On a besoin de camarades européens qui se battent. Parce que nous, on est contraints de continuer à se battre. Les Palestiniens n'ont pas le choix. Ou ils acceptent de disparaître, ou ils continuent de résister. Et donc on peut déjà annoncer que les Palestiniens vont continuer de résister. Et donc, il faut se poser la question des conditions pour changer le rapport de force. Donc toutes les luttes de libération nationale jusqu'à aujourd'hui, les guerres de libération n'ont jamais été gagnées uniquement par la résistance armée du peuple colonisé. Ça a été un élément central, mais ça s'est toujours articulé au cœur même des puissances colonialistes, à un mouvement populaire. Regardez, rappelez-vous pour ceux qui ont connu le mouvement contre la guerre au Vietnam, rappelez-vous. Et donc la question qui nous est posée, c'est comment on va faire pour que le mouvement de soutien au peuple palestinien n'attende pas qu'il y ait de nouveau du sang qui coule massivement pour se remobiliser, ça on sait faire, hein, assez régulièrement, quand il y a du sang, on se mobilise, mais devienne un mouvement structurel, un mouvement permanent, un mouvement qui s'inscrit dans la durée. Si nous ne sommes pas capables d'arrêter cette logique de guerre là-bas en Palestine, eh bien nous aurons une conflagration généralisée. Autrement dit, les Palestiniens, ils se battent pour nous. C'est ça la réalité. Voilà ce que je voulais dire. Merci Saïd Bonama. La prochaine conférence aura lieu au mois de mars, le 7 mars à 20h, samedi soir 7 mars à 20h, où nous pourrons rencontrer en direct et en présence Nour Elassi, journaliste de Gaza et poétesse. Évacuée en juillet 2025, elle vient à Laval nous présenter à la fois ses textes de poésie et aussi la réalité qu'elle a vécue là-bas. À bientôt.